Est-ce qu'il arrive parfois de se sentir fatigué, mais vraiment fatigué, même après une bonne nuit de sommeil? D'avoir cette impression que l'esprit est, je sais pas, bruyant, lourd ou qu'il tourne en boucle sur les mêmes trucs. Oui, complètement. Et de ressentir une sorte de stress, une anxiété, ou peut-être même une forme de dépression un peu discrète là, juste en arrière-plan. C'est une expérience que beaucoup de gens partagent malheureusement. Voilà. Si ces questions résonnent un peu, alors cette conversation, elle est vraiment pour celles et ceux qui se reconnaissent là-dedans. C'est pas un divertissement, c'est une exploration. Tout à fait. Parce que les sources qu'on a analysées suggèrent que le stress et la dépression, ce sont pas juste des problèmes personnels à régler. Ce sont des signaux. Exactement. Des signaux d'un déséquilibre plus profond. Un déséquilibre dans notre mental, dans notre système nerveux, et même, on va le voir, dans notre rapport à la réalité. C'est une excellente façon de poser le cadre, je trouve. Notre mission aujourd'hui, c'est pas de donner des solutions miracles, mais de faire quelque chose de peut-être plus fondamental. C'est de comprendre. On va explorer ce qui se passe sous la surface avec 5 perspectives différentes. 5 angles. D'accord. Oui, comme 5 lampes de poche qui éclairent le même objet. On va regarder ça d'un point de vue psychologique, bien sûr, mais aussi neurologique, spirituel, métaphysique et même Quantique. quantique. Mais le but, c'est pas de poser une étiquette ou de se sentir cassé. Non. Le but, c'est de déchiffrer le message. Parce que, comme le soulignent nos sources, le simple fait de comprendre, en soi, c'est déjà le début du chemin vers l'apaisement. Alors commençons par le contexte. On vit une époque assez paradoxale quand on y pense. Ah oui. On est l'humanité la plus connectée de l'histoire. Et pourtant, la solitude, le burn-out, la dépression, ça atteint des sommets. C'est une contradiction énorme. Comment on l'explique ça? Une des analyses centrales, c'est que le monde moderne valorise de façon quasi obsessionnelle le devenir. Toujours être en train de devenir quelque chose d'autre. Voilà. Mais il ne nous apprend jamais à simplement être. Toute notre culture est axée sur la prochaine étape. Avoir le diplôme, puis le job, la promotion, la maison. C'est une course sans fin. C'est une quête incessante de productivité, de validation, de sécurité, d'une identité toujours plus solide. On dirait même que la détente, le repos, c'est devenu un autre objectif à cocher sur la to-do list, quoi. Mais c'est exactement ça, vous mettez le doigt dessus. Objectif de la semaine, faire du yoga pour me détendre. Ça devient une autre pression. Absolument. Et la conséquence directe de cette course, c'est que notre système nerveux, lui, il a jamais l'occasion de se mettre en mode off. Jamais. Il est toujours sur le qui-vive. Il est constamment en alerte, en anticipation, en train de traiter des infos. Et ça nous amène à une redéfinition qui est, je trouve, très puissante dans nos sources. C'est-à-dire, Le stress, ce n'est pas présenté comme une faiblesse. Et la dépression, ce n'est pas de la paresse. Ce sont des réponses intelligentes. intelligente. Oui, des réponses adaptatives d'un organisme face à un environnement qui est objectivement devenu écrasant. Cette perspective, elle change tout. On passe de « qu'est-ce qui cloche chez moi » à « à quoi mon système est-il en train de réagir ?» Précisément. Alors, allons-y. Commençons par la psychologie. Le concept de base, il a l'air simple. Le stress arrive quand les exigences perçues dépassent les ressources qu'on pense avoir. C'est cette petite voix dans la tête. Ce dialogue interne qui n'arrête jamais, oui. Je dois tout gérer, Je dois pas échouer. je dois être plus fort, plus efficace, plus tout. Et au début, cette pression, elle est souvent externe. Mais avec le temps, elle s'internalise. Le mental devient son propre tyran. On n'a même plus besoin d'un patron exigeant. Non, notre propre esprit a pris le relais. Et comment on passe de cette hyperactivation, de ce « je dois tout faire », à l'effondrement de la dépression? La dépression, elle s'installe souvent quand l'esprit, après avoir lutté des mois, voire des années, il arrive à une conclusion, épuisé. Laquelle? Quoi que je fasse, ça ne suffit pas. Le combat est perdu d'avance. C'est là qu'on voit bien la différence de message, en fait. Oui, complètement. Le stress, c'est la voix qui crie. Je peux pas m'arrêter, je dois continuer à courir. La dépression, elle, c'est le murmure qui dit « à quoi bon même essayer ?» L'un, c'est l'accélération à fond, l'autre, c'est la rédulgence. C'est ça. Une stratégie de survie par l'action et l'autre par l'inaction totale. Donc c'est pas qu'on devient subitement négatif ou faible, c'est que le système psychique change de stratégie pour survivre. C'est presque logique, d'une manière assez tragique. C'est une logique tragique. Exactement le terme. Ce sont des stratégies d'adaptation. Ce ne sont pas des défauts de caractère. Le système cherche une solution pour stopper la souffrance de la lutte. Même si la solution est elle-même douloureuse. Malheureusement, oui. Mais la comprendre comme une stratégie et pas comme un échec personnel, c'est un premier pas qui est crucial. Et j'imagine que cette logique, elle a une trace visible dans notre biologie. Ce ne sont pas que des pensées qui flottent dans le vide, n'est-ce pas?
Ah non, absolument pas. Et c'est là que la neurologie, c'est fascinant, ça nous ancre dans le concret. Quand le stress devient chronique, le cerveau reste physiquement bloqué en mode survie. Bloqué. Oui, le niveau de cortisol, l'hormone du stress, reste élevé en permanence. C'est très coûteux pour le corps. Et l'amygdale, notre petit détecteur de fumée interne, le centre de la peur, Oui. elle devient hyperactive, elle se met à voir des menaces partout. Une simple remarque peut être interprétée comme une agression. Et pendant que l'alarme incendie sonne sans arrêt? Le reste du bâtiment est négligé. En parallèle, le cortex préfrontal, qui est un peu le PDG de notre cerveau, Celui qui planifie, qui prend les décisions rationnelles. exactement, celui qui est responsable de la clarté, de la recherche de sens, son activité diminue drastiquement. Il est comme court-circuité par l'urgence. Donc, si je comprends bien, mon propre cerveau se met à travailler contre mes objectifs à long terme, juste pour passer la journée. C'est exactement ça. C'est un peu effrayant. Les priorités du cerveau changent. Il ne se demande plus qu'est-ce qui est important pour mon épanouissement, il se demande comment je survis à la prochaine heure. C'est pour ça qu'on peut passer 10 minutes à chercher ses clés alors qu'elles sont juste devant nous. Voilà, le cerveau n'est plus câblé pour la résolution de problèmes complexes. Et la dépression, neurologiquement, c'est souvent ce qui arrive quand le cerveau est à court de carburant. Il a trop tourné sur ce régime d'urgence. Alors, pour se protéger, Il coupe le courant. il coupe le courant. C'est un shutdown pour éviter que les circuits ne grillent. Attendez, quand vous dites que le cerveau s'éteint pour se protéger, ça sonne presque positif, comme un mécanisme de sécurité. Mais pour la personne qui le vit, c'est un vide terrible. C'est la question la plus importante. La vision biologique ne nie absolument pas la douleur, elle l'explique. D'accord. Savoir que le disjoncteur a sauté pour éviter un incendie, ça n'enlève rien au fait qu'on est dans le noir complet. C'est froid, c'est effrayant, mais ça change l'histoire qu'on se raconte. Comment ça? Au lieu de se dire « je suis incapable, je suis défaillant », on peut se dire « mon système est en mode protection, il est épuisé ». La première étape, c'est pas de forcer le courant, c'est de comprendre la surcharge. C'est extrêmement déculpabilisant. Cette coupure de courant, ce shutdown, ça me fait penser que c'est pas juste un problème de chimie. C'est comme si tout notre être criait stop, ce qui nous amène aux dimensions spirituelles et métaphysiques. Oui, la perspective spirituelle, elle, voit ça comme un symptôme de désalignement. Un fossé entre la vie qu'on mène en surface et notre vérité intérieure. C'est l'idée qu'on peut cocher toutes les cases du succès et se sentir profondément vide. Une de nos sources cite le cas d'une avocate brillante, admirée de tous, qui décrivait ses dimanches soirs comme un gouffre de silence. Elle avait l'impression de jouer un rôle parfait dans une pièce qui n'était pas la sienne. C'est exactement ça. On est occupé mais pas habité, entouré mais pas vraiment vu. C'est ça. Et beaucoup de traditions de sagesse nous disent que la souffrance commence quand on oublie notre nature profonde pour s'identifier uniquement au bruit de nos pensées. Et dans cette vision des choses, le stress et la dépression, ce serait quoi? Le stress, c'est une résistance acharnée au moment présent. Et la dépression, c'est le deuil d'un sens perdu en chemin. C'est comme si l'âme murmurait « Ce n'est pas la vie que tu es venu vivre ici. Ce costume est trop petit. » Ce costume, c'est ce que la perspective métaphysique appelle la fausse identité. Cette confusion entre qui on est et ce qu'on fait, ce qu'on possède, ce que les autres pensent de nous. C'est le cœur du sujet. On construit notre moi sur des piliers extérieurs et très fragiles. Notre titre pro, notre statut social, nos réussites. Et le problème, c'est que dès qu'un de ces piliers vacille, une perte d'emploi, une rupture, ce n'est pas juste une partie de notre vie qui est touchée. C'est tout notre sentiment d'identité qui menace de s'effondrer. Chaque défi devient une crise existentielle. Et quand cette construction, ce faux soi, ne tient plus, c'est l'effondrement. C'est terrifiant. Mais vous disiez que ce n'est pas forcément une fin, c'est une ouverture. À le nier, c'est une nuit noire de l'âme. Mais ce n'est pas une impasse. C'est souvent une crise de transformation déguisée. Comment ça déguiser? Quand les anciennes identités qu'on croyait être nous se dissolvent, un espace se crée, un vide. Et c'est dans ce vide que quelque chose de plus authentique, de plus réel, a enfin la place d'émerger. C'est une invitation, souvent brutale, à se demander, sans tout ça, qui suis-je vraiment? Cette idée de fausse identité, au fond, c'est une question de d'où on mène notre attention, non? Sur notre travail, sur la vie des autres. Exactement. Ce qui nous amène tout droit à la dernière perspective, la vision quantique, avec ce principe que
Là où va l'attention, l'énergie circule. C'est une transition parfaite. Le stress chronique, vu comme ça, c'est une attention qui est constamment kidnappée. Elle est verrouillée soit sur le futur, les peurs, les scénarios catastrophes. Soit sur le passé, les regrets, les erreurs, les si seulement. Voilà. Toute notre énergie vitale est siphonnée par des choses qui n'existent pas dans le présent. Et la dépression, à l'inverse, c'est comme si l'attention s'effondrait sur elle-même, comme un trou noir. Elle isole la personne de tout le reste. Elle coupe la personne de tout le champ des possibles. L'énergie ne circule plus. Mais il y a une distinction dans nos sources qui est présentée comme changeant absolument tout. Oui, et c'est peut-être le point le plus libérateur de toute notre conversation. La conscience elle-même. Cette partie de nous qui observe nos pensées, qui ressent nos émotions. Le témoin. Le témoin silencieux, voilà. Eh bien, cette conscience n'est en elle-même ni stressée, ni déprimée. Attendez, ça c'est une idée énorme. C'est l'expérience observée qui est lourde. C'est la pensée qui est anxieuse. C'est l'émotion qui est triste. Mais l'observateur, lui, est intact. Vous voulez dire que moi, la conscience qui entend cette conversation, je ne suis pas déprimé, c'est juste une expérience de dépression qui passe à travers moi comme un nuage dans le ciel. C'est précisément ça. S'identifier au nuage, c'est souffrir. Réaliser qu'on est le ciel à travers lequel le nuage passe, même si ce nuage est très sombre et très gros, ça crée un espace. Un petit espace de liberté ? Un minuscule espace au début, mais un espace quand même. On n'est plus complètement fusionné avec la souffrance, on est celui ou celle qui la remarque. Et là-dedans, la liberté peut commencer. Pour rendre ça plus concret, il y a une image qui m'a beaucoup aidé, celle du circuit électrique. Ah oui, elle est très parlante. Notre esprit-corps, c'est comme un circuit. Le stress, c'est trop de courants qui passent en même temps. Les fils chauffent, le système est en surtension, et la dépression. C'est le disjoncteur qui saute. Il coupe tout. Pas par méchanceté, mais pour protéger le système d'une surcharge qui pourrait tout faire griller. C'est un mécanisme de préservation ultime. Donc le problème, ce n'est pas le disjoncteur. Non, le disjoncteur fait son travail. Le vrai problème, c'est la surcharge constante. Alors, la question clé, c'est par où on commence ? Si le problème est la charge, comment on réduit la charge ? On ne peut pas tous démissionner et partir vivre dans les bois. Non, bien sûr. Et les sources insistent là-dessus. Le chemin ne commence pas en se forçant à être positif. Ça, c'est souvent contre-productif. Ça rajoute une pression. Je devrais aller mieux. Exactement. Les vrais points de départ sont plus doux. Le tout premier, c'est de ralentir le système nerveux, de lui envoyer des signaux de sécurité pour qu'il sorte enfin du mode survie. Et concrètement, ralentir le système nerveux, ça ressemble à quoi pour quelqu'un qui se sent complètement dépassé ? Ça peut être incroyablement simple. Prendre 3 vraies respirations avant de répondre à un mail. Marcher 5 minutes dehors sans téléphone. Mettre ses mains sous l'eau froide. Des micro-actes. Des micro-actes qui disent au corps « Ici et maintenant, tu es en sécurité ». Ensuite, il s'agit de réduire l'identification au mental, d'observer ses pensées sans y croire à chaque fois, de permettre aux émotions d'exister sans jugement, et enfin de se reconnecter, même modestement, à une source de sens. Ce qui nous amène à une conclusion assez radicale finalement. Laquelle ? On ne guérit pas en combattant le stress comme un ennemi. On guérit en écoutant ce qu'il nous demande de changer. Et la dépression, ce n'est pas une adversaire. C'est une messagère, peut-être la plus intransigeante de toutes, qui exige de nous plus de vérité, plus de repos et une reconnexion avec ce qui compte vraiment. On passe de la lutte à l'écoute. C'est un changement de paradigme complet. Pour conclure, il y a un rappel qui est, je trouve, profondément bienveillant dans tout ça. Si une personne se sent stressée ou déprimée, elle n'est pas cassée. Non, absolument pas. Elle n'est pas défaillante. Elle répond intelligemment à un monde qui a parfois oublié la douceur, le rythme humain. C'est ça. L'objectif, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, une version améliorée de soi. C'est simplement de revenir à soi. C'est la pensée la plus juste pour terminer, et si on pouvait laisser une dernière invitation, ce serait celle-ci. Que cette conversation soit une pause, une respiration. Un simple rappel que la prise de conscience est en elle-même un acte de guérison. Juste le fait d'entendre ça. Le simple fait d'entendre ces idées et de sentir qu'elles résonnent, ne serait-ce qu'un peu, c'est déjà énorme. Si c'est le cas, ça veut dire que la personne qui écoute n'est ni seule, ni en retard sur un quelconque chemin. En fait, elle se trouve précisément là où la transformation commence.